Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, votre magazine dédié à l'innovation, aux nouvelles technologies, mais aussi à l'actualité du numérique. Alors pour commencer cette émission, on va ouvrir avec votre séquence Mobile Business. On parlera d'un phénomène que vous connaissez tous, c'est le SMS marketing, un phénomène en baisse, mais qui n'a pas dit son dernier mot, vous verrez. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale des startups. Alors pour l'occasion, on va recevoir ensemble 3 entreprises qui innovent et qui révolutionnent à leur façon leur secteur. Et puis pourquoi les startups françaises n'arrivent pas à se transformer en géants du numérique? C'est la question qu'on va leur poser. Et puis on poursuivra avec votre rendez-vous du monde libre avec Jean-Paul Smet qui va nous dire si ce modèle a déjà connu des échecs. Et pour conclure, une plongée dans l'avenir de la Deep Tech avec un tout nouveau centre, un incubateur d'innovation quantique qui vient d'ouvrir ses portes. Mais tout de suite, on commence avec votre séquence Mobile Business. Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Écran Mobile, nous a rejoint en Skype. Tout de suite, on va le retrouver. Vous nous entendez, Jérôme ? Oui, très bien. Bonjour Cécilia. Bonjour Jérôme. Alors, vous nous parlez cette semaine d'une technologie déjà assez ancienne, c'est le SMS, mais qui pourtant continue de faire ses preuves aujourd'hui. Oui, le SMS est une technologie effectivement née il y a près de 30 ans, au début des années 90 en Finlande, principalement chez Nokia, vous savez, le grand constructeur finlandais, l'ambition initiale était d'aider les personnes sourdes et malentendantes à utiliser ces tout jeunes réseaux cellulaires. Mais cette technologie s'est progressivement imposée chez l'ensemble des consommateurs parce qu'elle était bien souvent moins chère et plus rapide qu'un appel vocal, mais également parce que les opérateurs ont lancé dans les années 2000 des forfaits illimités. Et entre 2005 et 2015, par exemple, le volume de SMS en France a été multiplié par 10 pour atteindre jusqu'à 200 milliards en une seule année. Mais depuis, selon l'ARCEP, le SMS recule d'environ 7% par an, 15% l'année dernière, en raison de la concurrence de messageries plus modernes comme Messenger, iMessage ou WhatsApp. Et ce format, il séduit encore aujourd'hui les professionnels du marketing alors ? Oui, il faut bien distinguer la baisse d'usage chez les consommateurs et par contre une croissance effectivement chez les professionnels. Malgré un coût unitaire de quelques centimes facturés par les opérateurs, les SMS restent très appréciés par les marques en raison de leur délivrabilité. Pour un premier usage marketing, le SMS publicitaire par exemple, on estime que les taux d'ouverture dépassent les 90% en SMS alors que la moyenne est inférieure à 20% pour les courriers électroniques. Et pour un second usage comme le transactionnel, le SMS bénéficie de son universalité. Aujourd'hui, 100% des téléphones et des smartphones peuvent lire un SMS. Donc on peut dire finalement que les volumes sont toujours en hausse pour ce SMS marketing. Oui, effectivement, ce marché affiche une hausse à 2 chiffres depuis plusieurs années. Et selon une étude qui sera publiée dans quelques heures par la Mobile Marketing Association France, qui représente les agrégateurs SMS et Live2M, qui réunit les opérateurs Orange, SFR et Bouygues, les entreprises françaises ont envoyé plus de 7,7 milliards de SMS marketing en 2020, soit une hausse de 15%. Dans le détail, le SMS publicitaire, qui était longtemps majoritaire, a connu une mauvaise année en raison des 2 confinements, avec une baisse de 0,3% des volumes et à peine 45% de ce marché. À l'inverse, le SMS transactionnel, que l'on reçoit par exemple pour valider un paiement 3D Secure, affiche cette année une croissance explosive de 32% et il représente désormais plus de 55% des SMS marketing envoyés en France. Mais alors, est-ce que ce format il est menacé aujourd'hui par les applications ? Je pense par exemple aux notifications. Alors effectivement, il y a plusieurs menaces. La première, ce serait par exemple l'abandon de 3D Secure avec validation par SMS. La directive européenne sur les paiements électroniques, la DSP2, juge par exemple que cette authentification n'est pas jugée forte si l'on achète et que l'on paye et qu'on valide depuis un seul et même téléphone mobile. Et eux, ils prônent l'usage de la validation biométrique au sein des applications bancaires au détriment donc du SMS. Il y a aussi la concurrence, on le disait, des messageries OTT comme WhatsApp, Messenger et iMessage, qui sont donc à l'origine du déclin du SMS sur le marché interpersonnel et qui cherchent désormais à attirer les marques avec des solutions comme WhatsApp Business ou Apple Business Chat. Et puis enfin, il y a les opérateurs eux-mêmes qui travaillent activement avec Google sur un nouveau standard comme le RCS et qui devrait offrir également très prochainement de nombreuses opportunités aux marques, mais nous en reparlerons. Donc on peut dire que 2020, c'est le début de la fin pour le SMS ?
Alors difficile à dire, hein, personne n'aurait parié il y a 25 ans sur le succès grand public de cette messagerie historiquement destinée aux sourds et aux malentendants. Personne n'aurait non plus imaginé que les marques allaient se satisfaire d'un environnement de seulement 160 caractères et sans le moindre élément visuel. Aujourd'hui, le SMS reste compatible, hein, je le disais, avec l'ensemble du parc de téléphones mobiles, du vieux Nokia à clapper des années 90 jusqu'au dernier iPhone, dernier cri. Et cette universalité, cette simplicité reste finalement son meilleur atout. Alors on va passer maintenant, Jérôme Bouteiller, à l'actualité avec Apple qui a passé une très mauvaise semaine, on peut le dire, et pour commencer un retard conséquent pour ses smart glass. Oui, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, qui discute régulièrement avec les sous-traitants d'Apple, les lunettes de réalité augmentée, qui étaient attendues dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, par de nombreux analystes, et moi le premier, ne devraient pas sortir finalement avant 2025. Nous devrions par contre disposer peut-être dès l'année prochaine d'un casque de réalité mixte, comparable aux produits de Microsoft ou de Facebook, mais qui viserait avant tout les développeurs, précisément pour préparer la prochaine génération d'applications pour les futurs lunettes. Ming-Chi Kuo évoque également les réflexions d'Apple sur des lentilles de réalité augmentée, mais l'horizon est encore plus lointain puisque l'on parle de la décennie 2030. Et alors il y a aussi France Digital, l'association qui représente les jeunes entreprises, qui porte plainte contre Apple auprès de la CNIL. Oui, après l'IAB France ou la Mobile Marketing Association France est en effet autour d'une troisième association, et pas n'importe laquelle, France Digital, qui regroupe effectivement des centaines de startups, d'investisseurs, de porter plainte contre Apple auprès de la CNIL. L'association estime que les publicités personnalisées au sein des services Apple, comme Search Ads, ne respectent pas le RGPD, la réglementation sur les données personnelles, mais surtout que cela constitue une sorte de distorsion de concurrence entre le groupe européen qui s'autorise des choses qu'il interdit à de nombreuses startups. Alors, Apple dément ces accusations, mais cela pourrait en tout cas préparer le terrain à une action de plus grande ampleur de la part de la puissante Commission européenne. Alors pour terminer, il y a eu une chute passagère, certes, de la capitalisation boursière d'Apple cette semaine. Effectivement, après les déboires techniques et juridiques, on termine avec les déboires financiers d'Apple, qui a quand même perdu ces dernières semaines plus de 10% de sa capitalisation boursière depuis janvier, et qui renoue avec le seuil des 2000 milliards après avoir dépassé les 2200 milliards de dollars. Alors cela reste plus que les 1700 milliards de Microsoft ou les 1500 milliards d'Amazon, mais ce sont quand même plus de 200 milliards de dollars qui se sont évaporés en quelques semaines, preuve peut-être que la bulle technologique commence très légèrement à se dégonfler. Peut-être. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, pour ces informations sur l'actualité. Une mauvaise semaine donc pour Apple, fondateur d'écran mobile, je le rappelle. C'est l'heure, quant à nous, de passer au talk et on reçoit pour l'occasion 3 startups innovantes. C'est la journée internationale des startups. Mais pourquoi si peu de startups se transforment en champions du numérique? On va poser la question à nos invités sur ce plateau. Pour en parler avec nous, François-Xavier Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le PDG de EasyBlue. C'est une plateforme d'assurance digitale basée sur l'intelligence artificielle qui accompagne les entrepreneurs et les freelances en proposant des services d'assurance, bien sûr, et de coaching aussi à hauteur des moyens des petites structures. Avec nous également Paulin Pasco, cofondateur d'Agriconomie. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors là encore, il s'agit d'une plateforme multiservice dédiée aux agriculteurs en particulier. Agriconomie s'est fait d'abord connaître par un site de e-commerce spécialisé dans les approvisionnements agricoles. Et puis, vous proposez maintenant une offre complète d'outils en ligne pour optimiser la gestion et améliorer la rentabilité. Et puis avec nous également, mais à distance, Nicolas Gué, PDG et cofondateur de Wellmo. Vous m'entendez ? Très bien, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc Wellmo, c'est une agence immobilière 100% digitale, spécialisée dans la vente. C'est la première agence full web en France. Vous défiez les agences immobilières classiques, si j'ose dire, en faisant le pari d'accompagner les vendeurs et les acheteurs en ligne, en cassant les prix des frais d'agence. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors ma première question, elle sera pour vous, François-Xavier Combe. Vous estimez, il me semble, que les grands acteurs de l'assurance n'accompagnent pas suffisamment les petites structures, les entrepreneurs en période de crise. Alors, moi, je vais vous demander, au-delà de l'assurance, est-ce que finalement les entrepreneurs sont bien accompagnés tout court ? Alors, excellente question. Nous, c'est le constat qu'on a fait chez EasyBlue, c'est que quand on monte sa boîte, aujourd'hui, on a énormément de sujets à traiter. Il faut traiter de la compta, de la fiscalité, du droit, évidemment des assurances.
Et non, au sens large, aujourd'hui, il y a beaucoup de trous dans la raquette pour bien accompagner les entrepreneurs. Néanmoins, on voit émerger ce que nous, on aime bien appeler l'entrepreneur augmenté, qui est en fait, on est en train de rentrer dans cette ère où finalement, à l'image de technologies robotiques qui sont mises à disposition de l'ouvrier, du soldat, et ben nous, on pense que l'entrepreneur qui a 10 milliards de trucs à faire, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas augmenté grâce à ce que nous, on est en train de développer, c'est-à-dire de l'innovation de la technologie, avec la banque, avec l'assurance chez EasyBlue, évidemment, et tous ces services deviennent accessibles à des prix vraiment, là, il y a un aspect de démocratisation, et il n'y a pas de raison que le petit entrepreneur soit mal accompagné, et tous ces outils vont lui permettre de se focuser sur ce qu'il doit faire, c'est-à-dire son talent, se déployer son business. Et là, je pense que c'est très enthousiasmant de se dire qu'on rentre dans cette ère de l'entrepreneur augmenté. Et de votre côté, Paulin, parce que vous aviez cet accompagnement pour passer de... Vous aviez déjà créé une plateforme de e-commerce, mais pour passer du e-commerce à ce que vous proposez aujourd'hui, il fallait quand même prendre une nouvelle envergure. Oui, vous aviez l'accompagnement ? je vais reprendre ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Je pense qu'en France, on a aussi la chance d'avoir un écosystème qui se construit, qui accompagne de plus en plus les entrepreneurs et les entreprises. On a de très belles écoles qui nous forment des talents que nous pouvons recruter. Donc on est quand même en France assez chanceux. On a un écosystème qui grossit aussi sur les investissements dans les startups, des corporates qui s'y mettent, des fonds d'investissement qui se développent. Donc on est quand même en France assez chanceux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Alors, je vais poser la question à Nicolas Guay et puis vous répondrez chacun votre tour. Quand vous avez créé tous les trois votre entreprise, l'objectif c'était quoi ? Devenir une grande entreprise ? Est-ce que vous pouvez répondre en premier, Nicolas Guay ? L'objectif de licorne, de géant français, tout ça c'est déjà dans votre tête quand vous créez Wellmo ? Pas du tout. À la base, c'était vraiment de répondre à un besoin. Donc, Wellmo est une agence immobilière en ligne. Et aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire, vous n'avez que 2 solutions pour vendre, soit entre particuliers, soit par une agence immobilière, mais dont le service n'avait pas réellement évolué et avait mauvaise presse. Donc, c'était vraiment d'apporter une solution alternative. Et après, de fil en aiguille, et en fonction de la réponse de nos clients, des consommateurs, qu'ils soient vendeurs et acheteurs, on s'est aperçu qu'il y avait réellement un besoin. Et de là, en fait, intervient aussi l'ambition déjà des cofondateurs. Est-ce qu'on a les épaules assez solides ? Est-ce que notre service va rencontrer un marché ? On a un gros travail, c'est ce que l'un des intervenants disait également, de démocratisation, d'évangélisation, d'éducation de notre marché, de communiquer sur notre offre. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on appelle un peu notre product market fit, on se dit, bon, OK, on peut aller plus loin. Et là, l'ambition de vouloir être leader, que ce soit français, mais même européen ou international, commence à émerger. J'ai l'impression qu'on a tendance quand même un petit peu plus à se freiner quand on commence à créer son entreprise. C'est-à-dire d'abord, on va voir si ça marche, si on répond aux besoins, et ensuite, on pourra se projeter dans un plus grand marché. Est-ce que ça veut dire qu'en France, il manque peut-être une démarche politique, en tout cas un accompagnement, ou alors une fédération pour porter les entreprises vers l'étape supérieure ? Je dirais qu'en France, on se focalise, excusez-moi pour cet anglicisme, très souvent sur le marché français. Alors que des entreprises américaines, des entreprises israéliennes, parce que c'est un pôle start-up très fort, pensent tout de suite international. Mais encore une fois, ça change. Avec l'Europe, avec les moyens de transport, on voit que les entreprises essayent de se développer beaucoup plus rapidement à l'international. Mais en France, voilà, on parle français, on a des règles françaises, les règles sont différentes et un peu plus compliquées parfois à l'étranger. Donc c'est pas si simple. Mais oui, on pense en premier lieu français alors qu'on doit penser international pour nos entreprises. Et si j'aimerais rebondir sur votre première question, pourquoi on a créé nos boîtes ? Est-ce que l'objectif était de devenir un champion, une licorne, etc. D'ailleurs, il faudrait qu'on définisse ce qu'est un champion, on en parlait juste avant. Mais je pense que majorité des entrepreneurs se posent la question, OK, j'ai un marché devant moi qui est compliqué, comment est-ce que je le rends plus simple ? J'ai un marché qui est injuste, comment est-ce que je le rends plus juste ? Et c'est un peu ça qui nous tient, nous les entrepreneurs, c'est de résoudre un problème. Et donc voilà, c'est pas uniquement l'objectif financier de taille qui nous tient, sinon on lâche très vite. Parce que la vie d'entrepreneur, c'est des montagnes russes. Donc en fait, il y a un problème de philosophie presque entre la start-up et la grande entreprise. C'est ça qui vous différencie aujourd'hui. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à passer de l'un à l'autre. Alors, pour abonder dans ce sens-là, je pense que c'est fondamental. Et c'est aussi
ce qui va émerger dans le monde qu'on connaît maintenant, c'est la mission. Moi, pourquoi j'ai fait EasyBlue ? Parce que je voyais plein d'entrepreneurs qui galéraient, qui comprenaient rien aux assurances, qui comprenaient pas que des voitures puissent rouler toutes seules et qu'on puisse pas prendre son contrat d'assurance pro sur son téléphone. Et quand j'ai vu ça, en fait, je dis ok, moi ma mission, c'est de rendre le chemin, l'aventure entrepreneuriale plus sûr, plus sécurisé. Parce que finalement, l'assurance, c'est ça. On est animé par une mission et tous les gens qui viennent avec nous aujourd'hui dans le monde des startups, ils veulent ça, ils veulent du sens. On peut donner du sens en visant de nouveaux marchés, en visant l'Europe. Il y a aucune, c'est pas du tout incompatible, mais je pense que le point de départ, puisque c'était votre question, qu'est-ce qui vous a animé au départ ? C'est la mission. Et après, on a la chance de manier des technologies qui n'ont pas de frontières. Le langage informatique, il est universel. Et c'est ça qui est génial, c'est que nos technos, elles peuvent s'exporter partout, là où effectivement on a des clients, des utilisateurs qui ont besoin de nous. Donc il n'y a pas de limite. On peut parler techno, justement. Oui. On commence par vous, puisque vous m'amenez sur le sujet. Chez EasyBlue, vous proposez un coach virtuel. Oui. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi, un robot, un chatbot ? Qui est-il ? Qui est-il ? Il a Henri. un prénom, Henri. Henri, voilà, qui est notre coach, le premier coach d'assurance en ligne. Là aussi, en fait, on se rend compte d'une équation très complexe parce que quand on ne raisonne que équation financière, eh bien, on se voit que tous ces petits entrepreneurs sont laissés pour compte. On parlait de démocratisation. Clairement, la technologie, l'intelligence artificielle est un véhicule formidable pour apporter de la qualité et du conseil à tous ces entrepreneurs. C'est ce que fait Henri. Vous êtes entrepreneur, futur créateur, vous allez sur notre site et en moins de 3 minutes, Henri va vous accompagner et vous fait un diagnostic des risques. Donc ça ressemble un petit peu à une appli de sport. Vous allez avoir votre radar, une checklist qui est personnalisée. Et après, évidemment, il vous fait le programme sur mesure pour pouvoir vous protéger. Et ça, tous ceux qui le font trouvent ça génial parce que, évidemment, sans la techno, on ne peut pas le faire. Évidemment, il y a de l'intelligence humaine derrière aussi, oui, c'est sûr. Il faut rappeler qu'on ne déshumanise pas en augmentant les services avec la technologie. Pas du tout. Et encore une fois, il faut quitter ce fantasme-là. Et nous, en tout cas, on ne l'a pas chez EasyBlue. Il n'y aura pas de service de qualité sans humain. Mais il y a un certain nombre de tâches. Je parlais de l'entrepreneur augmenté. Aujourd'hui, la technologie permet de soulager à grande échelle un certain nombre de tâches. Et nous, chez nous, le service client, c'est fondamental. Et donc, voilà, c'est aussi les valeurs des champions de demain. Quel est le NPS, quel est le taux de recommandation des clients, qu'est-ce que vous apportez comme vraie valeur. Et là, il faut aussi des humains, des experts qui sont capables d'accompagner au bon moment et quand le client en a besoin. C'est aussi ça qui est nouveau. 100% partagé. Ce qui a fait la réussite aussi d'Agriconomie, c'est l'alliance qu'on a réussi à faire entre la technologie et l'humain, entre les algorithmes qu'on a construits pour simplifier la vie des agriculteurs et le savoir-faire de nos collaborateurs qui travaillent et œuvrent au quotidien pour les agriculteurs. Vous savez que ça devait être un pari de proposer une solution numérique, d'arriver avec votre technologie, vos outils dans un secteur qu'on ne révolutionne pas vraiment en fait par les outils qu'on propose. L'agriculture, c'est un secteur où il y a tout à faire encore d'un point de vue technologique. L'agriculteur a toujours su répondre aux enjeux de l'humanité et on le voit depuis le premier jour de l'humanité. Donc là, aujourd'hui, on a une transition digitale qui est nécessaire pour améliorer la performance économique, la performance environnementale des entreprises. Et il y a une idée reçue qu'il faut qu'on se retire de nos têtes. Les agriculteurs sont connectés. Bien sûr. Les agriculteurs vont en ligne, les agriculteurs utilisent des nouvelles technologies et en ont besoin. Donc oui, on ne révolutionne pas un milieu, mais on va aider une transition qui est nécessaire dans le secteur agricole en permettant à nos agriculteurs d'acheter beaucoup plus facilement tout ce dont ils ont besoin, en leur apportant une transparence de marché qui leur permette d'économiser de l'argent et d'économiser du temps, qui est crucial dans une exploitation agricole. Alors, on parlait d'intelligence artificielle, Nicolas Guay. Vous avez intégré vous-même chez Wellmo une formule. Vous avez introduit l'intelligence artificielle dans votre solution. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Parce que c'est un exemple aussi, le full web. On parlait de gommer les limites sur les marchés. Quand on parle de full web, la question ne se pose plus du tout. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? C'est vrai, d'autant plus dans notre secteur d'activité, c'est un projet de vie, un achat ou une vente. Et comme vous l'avez bien dit, il ne faut pas faire l'amalgame entre digitalisation et déshumanisation. Au contraire, chez nous, on a créé un algorithme qui permet, par exemple, à un propriétaire qui souhaiterait vendre son bien, de connaître le nombre d'acheteurs potentiels pour son bien immobilier en quelques clics
en répondant à quelques critères et tout ça en ligne. Il est possible aussi de pré-réserver un rendez-vous avec l'un de nos agents en fonction des disponibilités et du projet avec le bon agent. Je veux dire par là que la digitalisation du processus de vente, il y a plusieurs étapes dans le processus de vente, on a une proposition de valeur qui s'adresse autant aux vendeurs, aux acheteurs, qu'aux agents immobiliers aussi, puisqu'on parle beaucoup de réorganisation au travail. Et aujourd'hui, avec notre modèle, on permet à nos agents immobiliers de vendre partout en France sans se déplacer. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal pour un agent immobilier de vendre de chez soi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait beaucoup de choses, mais il est aidé, il est grandement aidé grâce à l'automatisation de tâches chronophages à faible valeur ajoutée, à la digitalisation, et ça lui permet d'apporter au contraire plus de conseils, d'humaniser davantage le conseil, et la digitalisation, une fois de plus, ça permet d'apporter un service beaucoup plus qualitatif, et donc en parallèle aussi de faire des économies, et donc de proposer un prix en dessous de ce qui se pratique habituellement. Vous pensez que des solutions comme la vôtre peuvent cohabiter encore avec des agences physiques, des agences plus classiques, ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra choisir entre créer une entreprise digitale qui propose un service complètement virtualisé, puisque c'est ce que vous faites, ou est-ce qu'on pourra cohabiter toujours avec des services dans la vraie vie et des services sur le web ? Alors, il y a de la place pour tout le monde. Le marché est quand même assez colossal. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui... Vous cassez les prix quand même, donc vous allez remettre aussi en question ce marché-là. Totalement. Mais comme je le disais, alors on n'est pas sur un marché, ce qu'on appelle winner takes all. L'achat et la vente d'un bien, ça intervient, on va dire, tous les 10 ans en moyenne en France. Sur Paris, ce sera à peu près tous les 5 ans. Donc, on n'est pas sur un marché, voilà, comme je disais, winner takes all. Après, on propose une offre vraiment nouvelle, une nouvelle expérience client qui est réussie parce qu'aujourd'hui, on a 50% de nos ventes qui sont issues de la recommandation. Donc, ça veut dire qu'il y a une satisfaction de l'offre. Et puis, comme on est une agence immobilière en ligne, forcément, on fait attention à notre e-réputation. Maintenant, oui, ce qui est certain, c'est qu'on va gagner des parts de marché, que ce soit d'un point de vue national, mais même européen ou international, et que l'agence immobilière de quartier aujourd'hui, qui ne prend pas le virage de la digitalisation, fonce droit dans le mur à moyen terme. C'est une évidence. Maintenant, il y a de la cohabitation. On est concurrents, mais je pense qu'en apportant cette solution nouvelle, ça nous permet aussi de remettre en question, de les remettre en question, de repenser leur modèle, repenser leur process, apporter une nouvelle expérience. Et une fois de plus, pourquoi on a décidé de créer Walmo, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même 3 vendeurs sur 4 qui tentent de vendre sans intermédiaire, pas par plaisir, mais par défaut, pour éviter des commissions d'agence trop élevées, un service qui n'a pas évolué, et là intervient la nouvelle technologie, la digitalisation, l'intelligence artificielle, et la transparence. Et là, la transparence, il y avait un grand manque de transparence pour des raisons humaines, mais aussi pour des raisons technologiques. Alors, vous parliez de révolutionner le secteur. En fait, c'est ce que vous avez tous les 3 voulu faire. Vous, en accompagnant la transition digitale, vous, en bousculant un petit peu le secteur de l'assurance pour créer un accompagnement qui, pour vous, n'existait pas. Walmo, on l'a dit, répondre à un besoin et à un problème de tarifs inaccessibles. Donc, en fait, l'ambition d'une start-up, quand on la crée en France, elle est très poétique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, d'abord, on veut répondre à une mission, on veut répondre à un besoin plutôt qu'à un marché global, et puis surtout, on a envie de révolutionner le secteur, en fait. Non, sans mission, on ne peut pas créer. Si vous voulez créer, il faut que vous puissiez embarquer avec vous des talents, et ces talents-là, ils viennent pour une mission. Donc sans mission, pour moi, c'est impossible de créer une entreprise. Si en France, on doit changer quelque chose, je pense, c'est avoir peut-être plus de financement pour nos entreprises, avoir des entrepreneurs qui pensent plus gros dès le départ, parce que on finit par se faire manger par des grands groupes américains. C'est la question, on va en parler aujourd'hui. Chinois. Il faut qu'en France et en Europe plus largement, parce qu'on n'y arrivera pas seul, c'est pour moi une question européenne, comment est-ce qu'on arrive à transformer des champions locaux européens en champions internationaux. Ça, c'est l'enjeu qu'ont nos responsables politiques.
ont nos entrepreneurs avec le mindset, ont nos collaborateurs, nos fonds d'investissement, etc. C'est un enjeu national et européen. D'ailleurs, c'est Cédric O qui a lancé le Scale Up Europe pour encourager les entreprises au niveau européen et non plus français. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous parlez des grandes entreprises, on va en dire deux mots. Aujourd'hui, soit on évolue dans son milieu, soit on va trop vite, on est en hyper-croissance, et là, on va être englouti par une grande entreprise, sans forcément parler des GAFAM, mais des gros groupes aujourd'hui rachètent les concurrents pour souvent ne rien en faire de bon derrière. Vous avez déjà envisagé, si on vous propose d'être acheté par un grand groupe, alors oui, on parle ici, chacun vous avez un engagement, une mission, mais le fait est que c'est quand même assez tentant d'intégrer une grande structure avec de grands moyens. Il n'y a pas d'alternative entre accepter de rentrer chez un grand groupe qui nous rachète ou se débrouiller tout seul. Si, il y a évidemment, ce que tu disais à l'instant, c'est aussi tout l'écosystème de capital risque. Et là aussi, il y a vraiment une culture à continuer à entretenir et à forcer pour faire naître des géants, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous les potentiels. C'est ça qui est franchement frustrant. On a les grandes écoles, on a les talents, on a cette jeunesse française qui a une envie de s'engager, qui veut du sens à sa vie et qui est prête à révolutionner des pans entiers de notre économie. Et aujourd'hui, il faut les protéger quelque part. Donc il faut les financer, il faut y croire et ne pas toujours regarder outre-Atlantique en disant « mais vous voyez ces géants, ils vont tous nous venger ». Non, mais pourquoi on n'y va pas nous aussi? Donc il faut aller encore plus vite et avec encore plus de conviction. Et pour ça, il faut convaincre les investisseurs d'investir chez vous avant que vous soyez en hypercroissance. Eh bien, en fait, c'est plus facile si on est déjà en hypercroissance de convaincre les investisseurs. Bah oui. C'est pour ça qu'il y a la French Tech, c'est pour ça qu'il y a le Next 40. Bien sûr. On est toujours ciblé sur les entreprises qui ont déjà fait leurs preuves de ce point de vue-là. Donc il faudrait peut-être l'étape d'avant. En France, il y a quand même beaucoup d'institutions, beaucoup d'incubateurs qui vont accompagner les porteurs de projets, qui vont tester un projet, tester un marché, et qui ensuite vont se transformer en entreprise. Ça, on a pléthore, je pense, d'incubateurs, d'accélérateurs en France, qui sont d'ailleurs parmi les meilleurs en Europe. Pour lancer. Et je pense que l'écosystème est vraiment en train de se structurer. Je vais parler. Et de se compléter. Des fois, j'ai l'impression d'être un papy entrepreneur quand on a commencé à réfléchir à monter Agriconomie avec mes deux associés en 2012. Mais on voit une vraie différence entre ce qu'on a vécu en 2012, 2013, 2014 et ce qu'on vit aujourd'hui avec ne serait-ce que mes parents qui ne comprenaient pas du tout ce qu'était une start-up. Et aujourd'hui, on a tous les éléments. Aujourd'hui, ça rentre dans la culture française et c'était nécessaire. Et on voit que tout ce qui est mené par le gouvernement actuel ou le précédent, tous les entreprises de capital risque et de private equity qui se développent, les corporates qui lancent des corporate VC, qui investissent dans les fonds d'investissement. Donc ça bouge en France. Donc ça bouge et tout le monde est optimiste, en fait, si j'ai bien compris. De toute façon, ce sera le mot de la fin. C'est la clé du succès, c'est le carburant. L'optimisme. S'il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas de révolution. Et ça, c'est aussi la dimension poétique des startups. Tout à fait. Merci beaucoup, François-Xavier Combe, d'être venu nous présenter donc EasyBlue. Quant à vous, Paulin Pasco, vous êtes le cofondateur d'Agriconomie, et Nicolas Guay, qui était avec nous également, cofondateur de Wellmo. On poursuit, quant à nous, avec votre rendez-vous dans le monde du libre, juste après la pause. Nous sommes de retour dans Smart Tech et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space, est avec nous, mais également président du fonds de dotation du Libre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, on va parler du monde du libre. Est-ce que, ce sera ma première question, le logiciel du libre a échoué? Et si oui, dans quelle mesure et dans quel domaine? En fait, le logiciel libre n'a échoué dans aucun domaine, mais dans certains domaines, il n'est pas encore adopté, comme par exemple dans l'automatique industrielle ou dans les applications métiers pour petites entreprises. Pourtant, il y a plein de produits intéressants, comme par exemple le logiciel ProViewer, qui est utilisé pour contrôler la production d'acier dans les aciéries de SSAB en Suède. SSAB, c'est 17 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires. Mais c'est largement inconnu. Et alors, est-ce que l'automatique industriel, ça existe? Qu'est-ce que c'est précisément, surtout? En fait, c'est une branche de l'informatique qui sert à faire les distributeurs de boissons dans les gares, à automatiser les chaînes de production de Peugeot ou de Renault pour que ça avance tout seul, ou à contrôler les moteurs de sous-marins nucléaires. Et en fait, un exemple d'automatique industrielle, c'est par exemple un trieur qu'on va bientôt voir, qui en fait permet de faire sortir les pièces roses et de laisser passer les pièces blanches avec une caméra qui voit la couleur et qui souffle très fort pour que la pièce rose parte.
Et tout ça, ça a été fait avec du logiciel libre, du matériel libre européen. Donc en fait, tout existe pour faire son automatique industrielle de son garage jusqu'à son aciérie. Il existe même des logiciels libres aujourd'hui d'automatique industrielle hyper avancés, comme ce Bérémise du français Édouard Tisserand. Bérémise, en fait, ça se programme avec un langage graphique qui s'appelle Graph7 ou Ladder. Ça respecte absolument tous les standards, même le IEC 6113-3, qui est le Graal de l'automaticien industriel. On vous croit. Et Bérémise est déployé par la société Smarte en Slovénie dans des paquebots ou dans des hôtels. Alors, vous êtes venu en m'annonçant que vous alliez me parler d'échecs, mais là, je trouve que ça ressemble plutôt à des succès. C'est le succès technique que personne ne connaît, avec une faible adoption. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le domaine de l'automatique industrielle, on a des géants que sont Siemens, Schneider, Omron, Rockwell, Mitsubishi. Et on a une culture, en fait, chez les automaticiens. Ils commencent avec une marque, ils restent toute leur vie avec la même marque. Quand ils se trimballent avec leur PC, ils ont 5 machines virtuelles, avec une machine virtuelle pour chaque modèle de leur marque préférée. Tout est incompatible. Ça fait penser à l'informatique des années 70 avec Goupil, Tandy, Casio, Sharp. C'est un truc absolument abominable. 15 ans après les premiers logiciels libres, on est toujours dans cette situation parce que les automaticiens industriels ont en plus une culture du secret. Ils refusent de partager quoi que ce soit entre eux. Le seul espoir vient de Chine. Le gouvernement chinois a demandé de supprimer tout ce qui vient d'Occident. Et donc les usines chinoises sont en train de supprimer Schneider et Siemens pour le remplacer par Bérémise, logiciel libre français. Alors moi, personnellement, j'ai jamais encore vu ni médecin, ni hôtel qui utiliserait un logiciel libre pour gérer l'activité. Alors est-ce que ça existe, ce genre de logiciel libre pour ce genre de secteur? Il y en a ou il y en a eu. Par exemple, Open Dental, 10 000 cabinets de dentistes aux États-Unis. C'est un logiciel libre. En France, le docteur Roland Sévin avait créé à peu près à la même époque le logiciel Medintux, ou encore le docteur Eric Maker avait créé un logiciel libre qui s'appelle FreeMedForm, toujours pour des cabinets médicaux. On a même des logiciels de gestion de cabinets d'avocats comme ArcCase. Bon, alors une fois de plus, ça ressemble là aussi, dans un secteur qu'on ne connaissait pas, à des succès. Oui, mais la mode a changé. Et aujourd'hui, ce qui est à la mode pour les petites entreprises, c'est le SaaS, le Software as a Service, qui promet de faire absolument tout, les sauvegardes, gérer le métier. Parfois, c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros, ou c'est gratuit. Il suffit d'un navigateur web. On installe, ça fonctionne. Et face à ça, l'idée d'installer un logiciel libre sous Mac, Windows ou Linux, ça a l'air trop compliqué par rapport à ne réinstaller du tout. Si on ajoute le fait que les fonds de capital risque derrière les éditeurs de SaaS poussent le plus souvent à la gratuité, c'est impossible à concurrencer face à des petites entreprises qui ne voient pas forcément que le SaaS récupère également leurs données, en fait peut-être des choses à la limite de la légalité, et le SaaS a également peut-être comme problème parfois de faire de la rétention de données pour faire payer très cher ce qui était initialement gratuit. Donc ça semble un peu sans espoir face à ces concurrents-là. Alors, je croyais que par exemple dans la vidéo ou la musique ou la 3D c'était sans espoir il y a 10 ans. Aujourd'hui on a Blender, on a LLMC, on a des logiciels libres magnifiques de création multimédia. Peut-être ça sera la même chose. Dans les ERP, il y a 20 ans, on me disait que ça n'arriverait jamais quelque chose qui remplace SAP. Donc je pense simplement que les deux domaines que sont les applications pour petites entreprises ou l'automatique industrielle sont deux domaines d'avenir et de conquête pour le logiciel libre dans l'avenir, dès que les automaticiens et les petites entreprises se rendront compte de leurs avantages. Merci beaucoup Jean-Paul Smets d'être venu donc nous présenter ces demi-échecs, ces petites lacunes dans le monde du libre, PDG de Rapid Space, je le rappelle. Quant à nous, eh bien, on va tout de suite plonger dans le monde de la deep tech avec un nouvel incubateur quantique. La deep tech est-elle l'avenir de l'innovation française? Pour en parler, j'ai avec moi Feta Benabid. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, je vous entends très bien, merci. Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS et puis vous avez collaboré donc à la naissance d'un centre dédié à la deep tech à Bordeaux qui vient d'ouvrir une antenne à Limoges, le Naquidis Center, un incubateur de start-up dans le domaine de la quantique. Et puis vous êtes aussi vous-même à la tête d'une entreprise dans la deep tech qui s'appelle Glophotonics. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on rappelle aux personnes qui nous regardent ce que c'est la deep tech.
Alors, oui, la deep tech, en fait, c'est une nouvelle définition un petit peu pour se distinguer de la révolution numérique, qui a chamboulé un petit peu non seulement en fait, le paysage économique, social, mais de recherche, universitaire aussi. Donc là, la deep tech, elle concerne une activité. Alors, si je devais faire le parallèle, le numérique, par son déploiement, en fait, il représente plutôt du service. Donc, on est vraiment dans un secteur tertiaire, alors que la deep tech, c'est plutôt le tertiaire, puisqu'en fait, on est dans le domaine de la transformation de la matière, etc. Donc avec son déploiement tel qu'il nous faut une infrastructure lourde, un personnel spécialisé. Pour donner des exemples tangibles, par exemple, mes activités tournent autour de ce qu'on appelle la photonique, c'est-à-dire donc c'est un petit peu l'électronique de la lumière. Et là, on développe, c'est-à-dire on fait de la nanostructuration de matière pour faire des composants photoniques. Pour les faire, donc il faut travailler le verre, il faut travailler pas mal de matériaux, et avec une infrastructure qui prend des bâtiments, avec des ingénieurs, etc. Et donc, voilà. Ça, c'est la deep tech. Je crois qu'elle a été proposée pour se distinguer justement de cette révolution numérique qui a un petit peu monopolisé, au moins au niveau de la présentation, nos activités économiques d'innovation et de recherche. Pour moi, c'est ma définition. C'est la branche scientifique, finalement, de l'innovation. Alors, quel rôle joue le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, dans l'éclosion de ces nouvelles startups dans la deep tech ? Alors, le CNRS, il a une politique. Le CNRS, donc on essaie de s'adapter à la nouvelle donne de la recherche, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui... On reprend le rôle du CNRS, c'est-à-dire comment on va intervenir le CNRS. Est-ce que vous mettez en avant volontairement des entreprises quand vous voyez que des recherches aboutissent à des innovations qui peuvent porter une start-up ? Oui, alors, justement, il n'y a pas tout à fait un modèle précis, parce que tout simplement, le paysage de la recherche, de l'innovation sociale et technologique change énormément. J'aimerais justement donner pendant les 20 dernières années, au fait, le monde de la recherche s'est complètement changé. En fait, il y a deux caractéristiques majeures qui ont chamboulé cette donne, parce que le premier, c'est le raccourcissement du cycle entre les résultats de laboratoire, les activités de recherche et l'adoption industrielle. Donc là, forcément, cette donne place nécessairement le chercheur au cœur des enjeux économiques et industriels. Inversement, les entreprises sont de plus en plus dépendantes des innovations pour leur pérennisation, tout simplement par la nature souvent disruptive et de rupture des innovations. Et ça, c'est récent. Parce que souvent, ce cycle-là, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 30, 40 ans, on part de décennies entre justement les activités de recherche et l'industrialisation. Le deuxième point qui est très central justement dans le changement de paradigme, c'est l'émergence de ce qu'on appelle Key Enabling Technology. Donc là, c'est-à-dire les technologies capacitantes. Tout le monde aujourd'hui a une idée un petit peu de ce qu'on entend par technologie. Par exemple, les mobiles, les portables sont un exemple. Et donc ça a tout simplement, pour être efficace, c'est-à-dire pour un chercheur, pour être efficace et tirer profit de cette qualité inédite, des technologies qui sortent des laboratoires, elle exige un nouveau modèle de recherche. C'est-à-dire où l'entrepreneuriat, la réactivité, la trans et multidisciplinarité sont les éléments moteurs et contrastent avec un modèle hyper spécialisé et suradministré. Donc là, je reviens par rapport au CNRS. Donc le CNRS, on essaie justement de s'adapter à ces nouvelles donnes et par exemple, et ça prend plusieurs déclinaisons. Déjà, le rôle du chercheur, par exemple, moi, je bénéficie d'une dérogation, c'est-à-dire, donc moi, chercheur de CNRS, j'ai un statut de fonctionnaire. Mais j'ai des dérogations pour justement faire des activités dans le privé, c'est-à-dire la création de start-up. Donc voilà, ça c'est un petit peu... que les activités se développent au-delà de la recherche pour la création d'entreprises. Alors, dans la deep tech, il y a le quantique, c'est-à-dire tout ce qui touche à la physique quantique. Précisément, c'est la physique des particules. D'ailleurs, on parle souvent... Alors, le gouvernement, en janvier, a lancé un plan quantique avec un budget global
total de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans sur l'ensemble des technologies quantiques. L'objectif, c'est de faire de la France un acteur majeur dans le domaine. Alors, quand on parle de quantique, on entend souvent ordinateur quantique, ce qui est censé révolutionner l'informatique dans les années à venir, qui commence déjà à être mise en œuvre. Mais ce n'est pas le seul enjeu dans ce domaine. Quand on parle de quantique, on ne parle pas seulement d'ordinateur quantique. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments qui font ce secteur ? Absolument. Donc déjà, on part de la deuxième révolution quantique. Parce qu'on vit l'électronique, les semi-conducteurs, les lasers, en fait, viennent d'une révolution quantique 1.0. La révolution quantique dont on parle maintenant, c'est la deuxième révolution, c'est-à-dire le quantique 2.0. Et quand on parle justement de ce quantique, on parle d'un paysage en devenir, c'est-à-dire donc là aujourd'hui on a des éléments précurseurs qui peuvent nous présager un paysage. Ce paysage, même s'il est complexe par sa richesse thématique, mais aussi qui est en constante évolution, donc déjà on prend un pari de ce que serait ce paysage, on peut, juste pour avoir un petit peu une idée, on peut le décliner sur 4 pôles. Le premier, c'est l'ordinateur quantique, qui fait rêver par tout simplement le son qu'il dégage. Le deuxième, c'est la télécommunication. Le troisième, c'est les métrologies et capteurs, c'est-à-dire la technologie, le deep tech du quantique. Ça, c'est le troisième pôle. Et enfin, l'algorithmique et la simulation. Et c'est ces paysages-là, c'est ces pôles-là qui vont travailler, c'est-à-dire qui vont forcément être en synergie, qui vont dégager ce paysage qui sera, si jamais il advient, qui va tout simplement transformer de façon profonde et considérable nos sociétés. Alors c'est difficile pour les investisseurs de se projeter dans les perspectives du quantique, des technologies quantiques aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont frileux? Parce que c'est compliqué de concrètement se rendre compte de l'atout que ça va apporter à une technologie. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, ça dépend, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire, les investisseurs de la Silicon Valley, de la Californie, ils sont beaucoup preneurs de risques. Et ça, c'est très étonnant. D'ailleurs, justement, il y a des milliards qui ont été investis par le privé, par les investisseurs, dans le quantique. En Californie, pendant les 5 à 10 dernières années, il y a déjà un gros investissement qui est fait. Les startups françaises, on va essayer de se focaliser un tout petit peu en France, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Donc, alors pour les startups françaises, donc on commence à avoir une prise de conscience par rapport aux enjeux que ça porte le quantique 2.0 et la nécessité de se positionner. D'autant plus qu'en France, on a une tradition d'excellence dans le quantique. Donc, il y a des initiatives. Donc, il y a le plan quantique qui est une magnifique par l'ampleur du budget, mais aussi donc il y a au niveau de la région, par exemple la Nouvelle-Aquitaine, il y a une prise de conscience des tutelles et c'est elle qui va être un petit peu le levier pour justement faire intéresser les investisseurs dans un cas plus large. Merci beaucoup Feta Benabi d'être venu à distance pour nous parler de la deep tech et du quantique. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, je le rappelle, mais également à la tête d'une entreprise dans la deep tech. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, toutes ces informations sur la tech, sur l'actualité du numérique, mais aussi sur les startups, puisque c'était aujourd'hui la journée internationale des startups. Justement, vous allez retrouver tout de suite dans le lab avec des startups et des entreprises qui innovent dans le secteur du numérique. Quant à moi, je vous retrouve demain dans le lab, mais aussi demain, encore une fois, pour cette émission Smart Tech sur Bismart.